Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental a été adopté successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture sur la base d'un constat que nous partageons tous. Il est nécessaire de réformer cette institution qui, depuis longtemps, ne remplit plus véritablement la mission que lui a confiée le constituant, à savoir représenter un trait d'union entre la société civile organisée et les pouvoirs publics. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 30 octobre dernier, a toutefois échoué à proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Nous sommes en effet en désaccord sur certains points importants du texte, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous inspirer des travaux du Sénat et de traduire par nos votes les points d'accord qui ont été trouvés. La commission des lois a ainsi repris en nouvelle lecture de nombreux apports de nos collègues sénateurs dans le cadre d'un dialogue constructif qui témoigne de l'utilité de la navette. Parmi les points sur lesquels nos deux assemblées convergent et qui se retrouvent dans le texte que nous examinons aujourd'hui, je citerai notamment le maintien de la suppression des personnalités qualifiées de la composition du CESE, proposé à l'article 7. Cette réforme permet en effet de redonner toute leur place aux représentants des différentes activités de notre pays. Ce sont eux qui fondent la légitimité de cette institution et nous leur redonnons ainsi la main pour formuler les préconisations qui pourront être utiles au débat public. Nous sommes également d'accord sur l'amélioration de certaines procédures, dont notamment les procédures d'adoption simplifiée des avis, et notre commission a d'ailleurs repris intégralement les précisions apportées par le Sénat à l'article 5. Le Sénat a également poursuivi nos travaux sur les règles de déontologie qui devront s'appliquer aux membres du CESE comme aux personnalités extérieures participant à ces travaux. Nous sommes là encore parfaitement en accord sur la finalité et notre commission a repris les dispositions adoptées par le Sénat sous réserve de la réintroduction du rapport d'activité annuel des membres du CESE. Je salue à ce titre le travail de Mme Rossi qui s'est beaucoup investie sur ce sujet et a permis d'arriver à ce résultat. Enfin, et c'est une réelle avancée, nos assemblées s'accordent sur la nécessité de redonner du sens à la saisine par voie de pétition du CESE, qui constitue la saisine citoyenne introduite par le constituant lors de la révision de 2008. En l'état, nous savons tous que cette dernière ne fonctionne pas. Le seuil de 500 000 signatures est trop élevé et les conditions de dépôt des pétitions sont dépassées. Par conséquent, au-delà de leur dématérialisation que nous actons, nous avons abaissé ce seuil à 150 000 signataires en première lecture. En commission, nous y avions également adjoint un critère géographique de domiciliation dans au moins 30 départements pour exclure les sujets locaux qui ne relèvent pas de la compétence du CESE. Un débat a eu lieu en première lecture dans cet hémicycle pour savoir si cet équilibre était le bon. Et ce critère a finalement été supprimé pour laisser une plus grande opportunité aux citoyens de saisir le CESE. C'est donc le CESE qui devra apprécier s'il s'agit d'un sujet d'intérêt national ou d'un sujet local sur lequel il ne serait pas compétent. Dans ce cas, le dialogue renforcé que nous instituons avec les Césaires notamment permettra sans doute d'orienter les pétitionnaires vers les instances de consultation locale appropriées. Par ailleurs, ce droit serait ouvert dès 16 ans et non plus à compter de la majorité. Plus qu'un signal, c'est une ambition qu'a souhaité porter la majorité et le gouvernement pour mieux associer les jeunes à notre démocratie. J'espère qu'ils seront nombreux à s'en saisir et je salue à ce titre que le Sénat ait accepté cette réforme dans son ensemble. Nous nous accordons donc sur plusieurs points importants, ainsi que sur plusieurs améliorations rédactionnelles sur lesquelles je ne reviens pas. Par contre, nous divergeons sur des sujets essentiels qui justifient cette réforme, à savoir la participation de citoyens aux travaux du CESE et la subrogation, dont vous nous avez parlé, monsieur le garde des Sceaux, de ce dernier à certains organes consultatifs. Comme je l'ai indiqué à nos collègues sénateurs, pour que le CESE se réforme, trouve sa place au sein de nos institutions, pour qu'il soit mieux connu et mieux utilisé,
il nous faut faire bouger certaines lignes, sinon cette réforme n'a plus de portée. Notre commission est donc revenue sur plusieurs dispositions. L'article 4 a été rétabli. Ce dernier pose en effet les conditions de participation du public aux travaux du CESE en prévoyant des garanties importantes. Les principes de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité seraient ainsi inscrits dans la loi organique, ainsi que les garanties de bonne information des participants, de représentativité des panels sélectionnés et de reddition des comptes. Je rappelle que le CESE recourt déjà à la participation citoyenne ainsi qu'au tirage au sort. Que nous l'inscrivions ou pas dans la loi n'y changera rien. Ce que nous faisons, par contre, c'est en fixer les règles et en sécuriser les conditions d'organisation. 2 précisions ont également été apportées. La première vise à ce que les conditions de représentation équilibrée du territoire et de parité ne s'appliquent qu'aux consultations par tirage au sort, car une telle obligation ne pourrait s'appliquer à une consultation en ligne, par exemple. La seconde prévoit que lorsque le CESE décide de recourir au tirage au sort, il nomme des garants pour s'assurer du respect des garanties que nous avons introduites à l'article 4. Ceux-ci seront alors tenus à une obligation de neutralité et d'impartialité. Je pense que sur cet article, nous avons fait un travail de fond qui était attendu par de nombreux acteurs et que nous apportons les moyens de réellement garantir le bon déroulement des consultations à l'avenir. Nous avons également rétabli l'article 6 qui permet au CESE de se substituer aux autres instances de consultation sous réserve des exceptions importantes que nous avons introduites en première lecture, vous nous l'avez rappelé, monsieur le garde des Sceaux. Toutefois, pour ne pas perdre une expertise utile, la commission a complété cet article de manière à permettre au CESE de consulter les instances compétentes sur les thématiques abordées par les projets de loi dont il serait saisi. Enfin, à l'article 7, nous avons eu un débat sur la meilleure façon d'assurer la représentation des outre-mer au sein du CESE. J'avais proposé, monsieur le ministre, de rétablir les 11 représentants des outre-mer en plus des 175 membres prévus par la réforme. Il me semble, après de longues réflexions et de nombreux échanges avec les parties concernées, que c'était la solution la plus simple. Toutefois, j'en mesure aussi certains inconvénients. Cette solution revient sur l'un des grands équilibres de la réforme et sur les concertations qui se sont déroulées au sein du CESE pour la préparer. Le groupe La République En Marche et vous-même avez donc proposé une solution de compromis qui me semble plus sécurisante pour les outre-mer que la situation issue de notre première lecture, que le dispositif. Donc voilà, et je tenais à vous en remercier. Alors voilà, mes chers collègues, le point d'équilibre que notre commission a adopté. Il ne s'agit donc pas de rétablir le texte de l'Assemblée nationale sans considération pour les travaux du Sénat, bien au contraire, et je félicite à nouveau sa rapporteure, Mme Jourda, pour le travail réalisé et dont nous nous sommes largement inspirés pour renforcer encore les dispositions restant en discussion. Je vous remercie.